Mesdames et messieurs, chers amis qui êtes ici avec nous dans l'amphithéâtre Foch de l'école militaire, et puis je m'adresse aussi à tous ceux qui nous suivaient à distance grâce aux vertus de la technologie, et si je comprends bien, en France, mais aussi dans d'autres continents, puisque je crois qu'on est suivi, par exemple, par les membres de l'Association des auditeurs de Guyane. Je suis très heureux, évidemment, de vous accueillir ici dans le cadre de ces lundis de l'IHEDN. Vous avez pu constater, pour ceux qui sont habitués aux lundis de l'IHEDN, qu'ils ont un petit peu changé de forme, qu'ils évoluent, qu'ils se sont diversifiés, qu'ils se traduisent désormais tous les lundis par un contenu, soit sous forme électronique, sous forme de podcast, sous forme de vidéo ou sous forme de conférence, comme ce soir. Et en tout cas, je ne peux que vous inviter à les suivre et à débattre avec nous. Alors, pourquoi sommes-nous ici ce soir, réunis ici à l'IHEDN pour parler de changement climatique? L'IHEDN a été créé en 1936, à une époque où il s'agissait de préparer la guerre totale, de rassembler des officiers et des hauts fonctionnaires. Et probablement, ils auraient été assez surpris qu'on leur dise qu'un jour on parlerait de changement climatique. Et à vrai dire, vous pourriez, certains d'entre vous, me dire, mais écoutez, aujourd'hui, l'Europe est à feu et à sang ou pas loin, ou en tout cas, il y a une guerre tragique qui se déroule aujourd'hui sur le sol européen. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets plus importants à traiter pour l'IHEDN que le changement climatique ? Eh bien, à vrai dire, et je ne vais pas être long, rassurez-vous, parce qu'on va entendre des choses beaucoup plus intéressantes, mais vraiment, je ne crois pas, et je vais essayer de vous dire pourquoi. Pourquoi le changement climatique est aujourd'hui un enjeu important pour la défense et la sécurité nationale. D'abord parce que, et il faut bien s'entendre sur les termes, quand on parle de défense nationale, on parle non seulement de défense militaire, mais d'enjeux beaucoup plus larges qui ont trait à la défense et à la sécurité économique, par exemple, à la protection de la société et plus largement à la protection contre l'ensemble des menaces qui sont proférées ou mises en œuvre par des acteurs hostiles qui poursuivent des objectifs politiques. Et puis la sécurité nationale, c'est ça, mais on ajoute aussi les risques, et le risque du changement climatique, il est important. Alors pourquoi je parle de risque? Parce que non pas que ce soit quelque chose de virtuel, et je crois que nos conférenciers vont nous en parler, mais parce que clairement, aujourd'hui, le changement climatique, on ne peut pas dire que ce soit un acte hostile par un acteur. En revanche, si on s'intéresse au changement climatique aujourd'hui, à l'IHEDN, c'est d'abord évidemment qu'on s'intéresse à ses conséquences. On s'intéresse à ses conséquences qui sont évidemment très loin d'être anodines sur les territoires, sur les ressources naturelles, sur les infrastructures, sur les équipements. On s'intéresse à ses conséquences sur les populations et puis, par voie de conséquence à nouveau, sur la conflictualité. Toute la difficulté, d'ailleurs, étant dans ces conditions de déterminer ce qui est lié directement ou indirectement à ces phénomènes. Ça, c'est les conséquences. Et puis, il n'y a pas que les conséquences qui nous intéressent en matière de défense et de sécurité nationale, je crois. D'abord, l'IHEDN s'intéresse aux moyens aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Pas pour savoir ce qu'il faudrait faire pour limiter ce réchauffement. Là, véritablement, on n'est pas compétent et il y a bien d'autres enceintes de gens extrêmement compétents qui réfléchissent à cela. Mais parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette lutte, elle emporte des conséquences sociales extrêmement larges, par exemple en matière de normes, et qu'à chaque fois, il y a des enjeux, des normes, des objectifs à combiner avec d'autres exigences d'efficacité. On le voit dans tous les domaines de la société, qu'il s'agisse de l'énergie ou qu'il s'agisse de l'efficacité des systèmes militaires, par exemple. Ensuite, parce que les différents moyens de lutte contre le réchauffement climatique sont régulièrement perçus différemment et instrumentalisés dans le débat géopolitique. Et ça, évidemment, ça devient très important. Et enfin, et je dirais peut-être surtout,
Parce que si l'objectif de la défense et de la sécurité nationale, c'est ultimement, et ça je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue, c'est ultimement de favoriser l'avènement d'un monde, d'un environnement plus pacifique. Évidemment, en ce moment, on peut se dire qu'on est loin du compte. Mais en tout cas, de favoriser l'avènement d'un monde plus pacifique, je crois que la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue véritablement un enjeu mondial, et dans la mesure où il permet de rassembler des États extrêmement différents sur le même objectif, alors il devient un objectif majeur et un moyen potentiellement extrêmement puissant de concourir à une meilleure, finalement à la paix ultimement, et en tout cas une meilleure coopération entre les États, à un moment où précisément on constate que dans des tas d'autres domaines, on observe la croissance de pratiques non coopératives, d'hostilité sur des domaines de droit, par exemple, ou de commerce qui, il y a 20 ans, faisaient l'objet d'un très large consensus. Je crois que cet objectif du réchauffement climatique, lui, me semble faire l'objet d'un certain consensus, pas total, mais tout de même de nature, en tout cas, à pouvoir rassembler beaucoup de gens. Et de ce point de vue-là, c'est aussi un moyen très puissant de défense et de sécurité nationale. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai lancé quelques pistes, mais je vais immédiatement laisser la parole à nos intervenants, que je voudrais remercier extrêmement chaleureusement d'être avec nous ce soir. D'abord, François Gémen, qui est, je dirais, je vais être de le dire, un habitué de l'IHEDN, qui est le co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat, qui est chercheur en géopolitique de l'environnement à l'Université de Liège, qui est membre du GIEC, le groupe d'études sur le climat, et puis président de Climate Voice. Et puis Julie Attas, co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, chercheuse et responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS. Merci aussi à vous d'être avec nous ce soir. Et puis, pour animer nos débats, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Julien Lebotte, qui est journaliste, auteur-réalisateur dans de très nombreuses chaînes de radio et de télévision, Arte, France Culture, RFI, Actes Sud et bien d'autres. Voilà, je vous laisse immédiatement la parole et un très grand merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci donc d'être venus. Pour prendre le relais et prolonger les pistes ouvertes par le général, je vous propose donc tout simplement de prendre un peu de recul autour de cette notion de défense à l'épreuve du réchauffement climatique. Et je vous propose de commencer avec tout simplement une image qui est la suivante, qui est très simple à appréhender. On appelle ça les warming stripes, les bandes du réchauffement climatique. On en trouve partout sur Internet. Alors ces bandes colorées, c'est une représentation simplifiée qui indique la hausse globale des températures à l'échelle du globe par rapport à celle qui était en moyenne lors de l'ère pré-industrielle. À l'origine de cette idée ingénieuse, un professeur qui s'appelle Ed Hawkins de l'université Reading en Angleterre. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'avoir un format assez conversationnel pour justement discuter de tout ça. François Gémen, ici présent, et à qui j'ai justement eu l'occasion de présenter ou de décrire la façon dont on pourrait mener cette conversation, m'a tout de suite dit « Ah bah tiens, c'est marrant, j'ai plein de choses à raconter sur ces bandes qui disent bien des choses qu'on a du mal souvent à évoquer. » François Gémen, pourquoi cette représentation est si précieuse pour comprendre ce qui est en train de se passer à l'échelle globale? Parce que, bonsoir à tous d'abord et merci pour la question, merci de votre présence. Parce que, effectivement, cette représentation graphique qui aujourd'hui est de plus en plus communément utilisée montre bien à quel point, à l'évidence, il y a quelque chose qui se détraque et montre aussi à l'évidence que le processus que nous avons engagé est irréversible. En tout cas, irréversible à l'échelle de nos vies. Et ça emporte d'importantes conséquences politiques. Sur le graphique que vous voyez à l'écran, chaque ligne verticale représente une année donnée
depuis à peu près la fin du 19e siècle. Les années bleues représentent des années où la température était inférieure à la moyenne, les années rouges représentent les années où la température était supérieure à la moyenne, les années blanches représentent les années où on était dans la moyenne ou à peu près, et on voit très bien que depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis le tournant des années 2000, les années sont systématiquement supérieures à la moyenne en termes de température. Et on voit très bien que le rouge devient de plus en plus marqué. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que les bandes suivantes que l'on va ajouter au fur et à mesure qu'on progressera dans le XXIe siècle seront elles aussi de couleur rouge. C'est-à-dire que la température ne va pas baisser de notre vivant. Simplement parce que le mieux que nous puissions espérer, c'est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faudra au moins un siècle avant que ce niveau de concentration ne commence à baisser. Et c'est ce niveau de concentration qui détermine le niveau de température. Et donc, c'est là où je pense qu'il est vraiment important de réaliser la bifurcation fondamentale que le changement climatique représente et à quel point nous nous trouvons littéralement face à un climat nouveau qu'il va falloir apprendre à gouverner. Même si nous arrêtions tout de suite toutes nos émissions de gaz à effet de serre, on ne reviendra pas en arrière. Et c'est pour ça, je crois que c'est important de ne pas considérer le changement climatique comme une crise passagère, éphémère, qui permettrait un retour en arrière comme le Covid, mais de considérer véritablement que la norme, elle est en fait devant nous. C'est une transformation structurelle que nous avons engagée. La bonne nouvelle néanmoins, c'est que ce sont nos actions d'aujourd'hui qui vont déterminer si les bandes suivantes seront plutôt rose pâle, rouge carmin, grenat, écarlate, vermillon, cramoisi ou violet. Et c'est là que tout va se jouer. Et alors justement, ça nous permet de poser, je dirais, une analyse un peu macro et d'avoir une perspective historique sur la trajectoire du globe. Et deuxième image, qui est en fait tout simplement une capture d'écran d'un titre de presse qui nous dit que dans 10 ans, 225 millions de personnes seront devenues des réfugiés climatiques. D'ailleurs, faut-il parler de réfugiés Non, climatiques? justement, attention, ce n'est pas une projection sur le futur, c'est une observation sur le passé. Oui, oui, pardon. C'est une compilation des données observées. Avec une accélération, en revanche, puisque, et là je me tourne vers Julia Tass, évidemment, l'accélération, ou en tout cas les risques d'accélération de réchauffement climatique, si nous ne freinons pas l'émission de gaz à effet de serre, risquent d'occasionner un certain nombre de nouvelles vulnérabilités et donc, par exemple, de déplacement de population. Oui, alors merci également de m'accueillir ce soir. Je vais commencer. Je propose que François, tu complètes puisque c'est également ton champ de recherche. Déjà, le mot utilisé est celui de réfugié climatique. Ça ouvre toute une réflexion. Je préfère ce soir utiliser le terme de déplacé, tout simplement parce qu'il y a une majorité des personnes qui se déplacent en raison des conséquences du changement climatique, qui se déplacent relativement proches de leur lieu de vie. Souvent, ils font face soit aux conséquences d'un événement climatique extrême, donc un cyclone, une tempête ou une sécheresse très forte, ou ils font face aux conséquences d'un événement qui se tient de manière plus graduelle, plus long, par exemple la montée du niveau des eaux. Et dans les deux cas, il va y avoir un élément déclencheur climatique qui va pousser ces personnes à quitter leur lieu de vie. Et ça ne se fait jamais de manière sans arrière-pensée ou sans difficulté. Quand on quitte son lieu de vie, on essaye souvent de se rendre dans un lieu relativement proche ou chez des proches, chez des amis, chez des parents. Et c'est ce qui se passe pour la majorité de ces déplacés climatiques, notamment dans les zones qui sont les plus touchées aujourd'hui par les événements climatiques extrêmes. On pense à l'Asie du Sud-Est où il y a de nombreux déplacés climatiques. Alors justement, avant d'aller peut-être dans tous les détails, en tout cas c'est un changement structurel et durable, notamment pour la défense. Donc il s'agit d'anticiper des nouvelles conflictualités, de préparer les forces armées à des opérations dans des conditions extrêmes, ça peut être par exemple la chaleur, mais aussi le froid, d'adapter l'infrastructure militaire dans certaines zones particulièrement affectées. Et puis aussi il y a la question de la hausse
des prix des matières premières, notamment énergétiques, qui est une question à part entière pour la défense, et on verra ça à la fin de cet échange. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une simple question, une question de contexte. Du point de vue international, cette question du dérèglement climatique et de son impact sur la sécurité, sur la stabilité, est-ce que c'est une question pour d'autres ministères de la Défense que le ministère français de la Défense? Est-ce que dans d'autres parties du monde, on se pose cette question de défense et réchauffement climatique? Qui veut réagir en premier? Moi, je veux bien. Oui, on se pose la question dans d'autres ministères, et aujourd'hui, un ministère de la Défense qui n'intégrerait pas cette question serait complètement inconséquent en termes de prospective par rapport aux nouvelles sources de conflictualité. Et si j'étais citoyen de ce pays, je serais anxieux d'être protégé par une armée si insouciante de ce qui est aujourd'hui un risque majeur de conflictualité. Et donc, d'autres gouvernements, bien sûr, se sont posé la question. Certains ont mis en place certaines structures, ont nommé un conseiller spécial, c'était le cas au Royaume-Uni, d'autres ont commandé des rapports, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Allemagne également. J'ai envie de dire néanmoins que, et sans cocorico ici, que c'est sans doute le ministère français des Armées qui a poussé la réflexion et la préparation le plus loin en créant dès 2016 un observatoire consacré à ces questions de climat et de défense, qui est chargé à la fois de réaliser des études prospectives, de conseiller les armées dans leurs missions, dans leurs opérations, de réaliser un travail de veille, de représenter aussi le ministère dans un certain nombre de mécanismes de coopération internationale. Et il y a notamment un mécanisme de coopération internationale sur le sujet entre armées pour essayer de voir comment ce danger commun peut aussi être une source de coopération et pas seulement de conflictualité. Donc j'ai envie de dire, oui, la question se pose dans d'autres ministères. Dans les ministères où elle ne se pose pas encore, très clairement, elle devrait se poser. Mais on peut dire, sans flagornerie, que c'est vraiment la France qui, pour le moment, est à la pointe de la réflexion sur ces sujets grâce à son observatoire défense et climat. Les pays qui, paradoxalement, sont les plus exposés aux vulnérabilités qui sont liées au réchauffement climatique, eux, ne se posent pas encore la question. Mais non, j'ai envie de dire qu'en fait, leur armée est déjà directement confrontée à ces questions. Quand on regarde les opérations de l'armée indienne ou bangladaise, c'est très régulièrement que ces armées doivent réaliser des opérations d'évacuation de population, par exemple. Il y a la question de la Russie aussi, qui, je crois, a une avance assez importante en matière d'adaptation de ses infrastructures, aux conditions, par exemple, extrêmes de l'Arctique aussi, puisque avec le réchauffement climatique, on a une transformation aussi des lieux, j'ai envie de dire, de l'exercice de la conflictualité, ou en tout cas de la stratégie. Oui, alors pour l'Arctique, c'est assez particulier parce qu'on parle de grand froid dans le domaine militaire. Et effectivement, parce qu'on a un accès plus facile au pôle, on va préparer des équipements et les hommes au grand froid. Donc les pays qui ont toujours opéré dans ces conditions-là sont évidemment avantagés. Pour revenir spécifiquement sur la Russie, un des grands écueils d'adaptation pour la Russie, ça va être de s'adapter à la fonte du pergélisol, du permafrost, au dégel du permafrost. Et ça, je ne suis pas sûre que les Russes soient préparés à l'ampleur de ce que ça peut représenter. Puisque, pour rappeler ce qu'est le permafrost, c'est le fait que certains sols dans le cercle polaire arctique soient gelés. Et ces sols gelés constituent évidemment des bases pour la construction d'infrastructures très stables. Aujourd'hui, ils fondent, donc ils s'écroulent sur eux-mêmes. Et ça a notamment été un problème pour des infrastructures énergétiques ou des infrastructures industrielles qui s'effondrent sur elles-mêmes dans le cercle arctique parce qu'elles n'ont pas été faites pour s'adapter à un changement climatique qui va venir réchauffer le cercle arctique beaucoup plus rapidement d'ailleurs que le reste de la planète. Pour revenir peut-être très très rapidement sur l'adaptation des armées de manière générale, la première question qui s'est posée en France, mais surtout aux États-Unis, quand les armées ont pensé à la manière dont il fallait appréhender le changement climatique, ça a été de répondre à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des cyclones pour les États-Unis. Et c'est de manière très terre-à-terre, quand un cyclone vient frapper une base, de manière beaucoup plus régulière ou avec une probabilité plus forte, qu'est-ce qu'on fait et comment on se prépare? Comment on évacue la base, si on l'évacue? Quels équipements on est en mesure de laisser sur place? Tout ça, ce sont des questions qui ont été vraiment à l'origine de la réflexion que certaines armées ont pu avoir sur la question.
Alors pour essayer de construire la conversation, je propose de partir des 4 grands thèmes qu'on peut trouver sur le site de l'Observatoire Défense et Climat. Donc premier type d'impact important du réchauffement climatique, c'est la manière dont les populations vivent. Et donc ça peut occasionner de nouvelles conflictualités. Alors j'essaie de passer à la slide suivante. Hop, voilà. Donc là on a une vue satellite du lac Tchad. Généralement c'est une façon assez grand public de montrer qu'aujourd'hui on a des territoires qui sont en pleine métamorphose, et pour les populations sur place, évidemment, si le cadre de vie change, si l'accès à l'eau, par exemple, change, forcément, on a affaire à des risques en termes de déstabilisation de ces zones. François Gémen. Vous connaissez ce mot fameux qui dit la géographie, ça sert surtout à faire la guerre. On doit réaliser que le changement climatique, aujourd'hui, modifie littéralement nos cartes de géographie. C'est-à-dire que la configuration des territoires est en train d'évoluer significativement. C'est le cas ici avec le phénomène de désertification et de dégradation des sols qu'on voit très bien avec le lac Tchad dont la taille se réduit d'année en année. C'est aussi évidemment le cas avec les côtes, les deltas, dont la configuration est en train d'être littéralement transformée par la hausse du niveau des mers. Et il faut réaliser que le premier sujet de conflictualité dans le monde et à travers l'histoire, ça a toujours été les terres. La plupart des conflits ont été menés autour des questions foncières, qu'il s'agisse de défendre un territoire ou de conquérir un nouveau territoire. Et la guerre en Ukraine qui a lieu en ce moment est aussi une affaire de territoire. Littéralement, les territoires sont transformés par le changement climatique. Et donc, bien entendu, quand on sait à quel point c'est une question qui est militairement sensible, qui est source de conflit, bien entendu, si les territoires se réduisent, si les terres arables se réduisent, comme c'est le cas autour du lac Tchad ou plus globalement dans la bande sahélienne, si les infrastructures et les zones d'habitation sur les côtes ou dans les deltas sont réduites par la hausse du niveau des mers, eh bien, on a un facteur d'insécurité majeur. Même dans l'hypothèse, par exemple, où nous parviendrions à respecter les objectifs de l'accord de Paris, et donc à limiter la hausse de la température mondiale d'ici 2 degrés en 2100, un pays comme le Vietnam perdrait 24 000 km² de territoire. 24 000 km², c'est à peu près 10% de la surface du Vietnam. Et vu que le Vietnam est configuré comme une très longue côte, il ne sera pas possible au gouvernement vietnamien d'ériger une digue sur toute la longueur de sa côte. Et donc, il faut déjà choisir au Vietnam les territoires que l'on va protéger et ceux que l'on va sacrifier à la hausse du niveau de la mer. C'est une question qui va se poser également en France, y compris en France métropolitaine. On ne parle pas seulement des Outre-mer ici. Et donc, nous n'avons pas encore réalisé pleinement, je crois, à quel point les cartes de géographie auxquelles nous sommes habitués, qu'on soit en projection Mercator ou Janssen, allaient être profondément transformées dans le contour des pays, dans la forme des continents, allaient être transformées par la question du changement climatique. Et c'est évidemment un risque majeur. Si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, très souvent on conceptualise le changement climatique comme un multiplicateur de risques, tout simplement parce que tout ce qui vient d'être présenté par François Gémen ne va pas forcément générer des conflictualités et des tensions, mais ça va venir apposer une pression supplémentaire sur une géographie ou une zone où il y a déjà des tensions qui sont présentes. Il y a un ferment et le changement climatique va venir être l'étincelle qui va faire dégénérer la situation. Et c'est ce qu'on remarque en fait assez souvent quand on étudie, et c'est ce qu'on fait au quotidien à l'Observatoire, ces situations-là. On se base sur une situation géopolitique, sociale, sécuritaire qui est déjà très compliquée, très délicate, et la raréfaction de certaines ressources, que ce soit dans leur accès ou dans leur qualité, va venir exacerber les tensions présentes et mener les populations à l'escalade. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est-à-dire que quelle que soit la zone dans le monde que l'on étudie, il faut d'abord se poser la question du contexte politique, géopolitique et sécuritaire, recouper ces informations avec la manière dont le changement climatique va venir
se matérialiser dans cette zone-là et se poser la question des risques que l'on va connaître dans les 20, 30, 40 prochaines années en termes de conflictualité. Et c'est notamment le travail qu'on fait à travers nos rapports à l'Observatoire, venir anticiper les conflictualités futures, ce qui n'est pas toujours un travail très facile. Alors d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure le Vietnam, et je lisais sur votre site que c'est d'autant plus préoccupant que... Dont l'adresse est défenseclimat.fr. Je le mentionne pour les auditeurs qui sont sans doute curieux, qui voudraient voir des cartes, notamment un podcast. C'est vraiment l'adresse de référence sur les questions de climat en lien avec les questions de défense. Et vous expliquez sur l'un des rapports qu'on peut télécharger sur le site que 8 des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique sont situés en Afrique subsaharienne. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a en plus des zones qui concentrent, à la fois les vulnérabilités et les risques. C'est une très grande injustice du changement climatique qui fait qu'effectivement, ce sont des pays qui sont déjà parmi les plus pauvres et parmi les plus instables du monde qui vont concentrer effectivement le plus haut niveau de vulnérabilité au risque climatique. Et cette vulnérabilité s'explique largement par le fait qu'ils ont déjà des vulnérabilités existantes et donc moins de ressources qui peuvent être mobilisées pour l'adaptation. Et c'est intéressant de réaliser qu'un facteur clé qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer, ça va être le niveau de résilience possible d'une société ou d'un pays. Et une notion importante qui est introduite dans le dernier rapport du GIEC, c'est la notion du seuil de rupture sociale, qui montre que lorsque le niveau de résilience d'une société est atteint, eh bien cette société peut très rapidement être déstabilisée par des transformations sociales importantes. Et il est significatif que ce seuil de rupture sociale ne dépende pas tellement du niveau d'impact du changement climatique, mais bien davantage des niveaux des ressources en termes de résilience et d'adaptation de la société. Ça veut dire que dans certaines régions, et singulièrement dans la bande sahélienne, même de faibles variations climatiques, de l'ordre d'un demi-degré pour la température ou de quelques millimètres de précipitations, peuvent plonger un pays, une société dans l'instabilité, et c'est notamment ce qu'on voit avec les conflits pour le moment dans la zone sahélienne, qui sont dus à la très grande sensibilité de l'agriculture de subsistance aux variations climatiques. Et l'agriculture de subsistance, c'est la première source de revenus pour 70% de la population dans le Sahel. Et donc ça veut dire que même de faibles impacts du changement climatique peuvent complètement déstabiliser une société. Et souvent on s'imagine qu'il va falloir attendre des catastrophes absolument majeures pour qu'il y ait des flux de migration importantes ou potentiellement des mouvements sociaux. Dans des pays qui sont déjà très vulnérables au départ, eh bien même de faibles changements climatiques suffisent à ce qu'on atteigne ce seuil de rupture sociale et donc à induire des transformations majeures et une déstabilisation majeure. Et vous avez aussi, pour prendre un autre exemple, par exemple le Bangladesh, je vous entendais, je ne sais plus dans quel contexte évoquer, le fait que le voisin indien construisait un mur pour évidemment une clôture pour éviter tout simplement qu'il y ait un risque de déplacement de population. C'est la frontière clôturée la plus longue du monde. Il y a 3200 km de fil de fer barbelé entre l'Inde et le Bangladesh, parce qu'il y a déjà bien entendu un phénomène de migration irrégulière du Bangladesh vers l'Inde, et parce que l'Inde a bien réalisé que le Bangladesh, qui est un pays d'environ 200 millions d'habitants pour une superficie d'un quart de la France, eh bien, la moitié du territoire bangladais est situé sous le niveau de la mer. Ça veut dire évidemment que toute hausse du niveau de la mer risque de provoquer des migrations importantes, et c'est déjà le cas au Bangladesh, qui potentiellement risquent de devenir des migrations internationales. Il faut rappeler que le ministère de l'Intérieur a communiqué les derniers chiffres de l'asile en France. Le premier pays de nationalité des demandeurs d'asile en France l'année dernière, c'est le Bangladesh. Et donc, une des stratégies en quelque sorte d'adaptation de l'Inde, c'est de clôturer sa frontière avec le Bangladesh de manière à se prémunir de migration irrégulière. En réalité, ça ne marche. Et la recherche montre ça, que le fait de clôturer ou de murer une frontière ne réduit pas les flux migratoires, mais que c'est surtout un signal politique envoyé à la population. Mais donc la vraie question aussi pour nos systèmes d'asile et d'immigration, c'est de voir comment on se prépare au fait que potentiellement certaines zones du monde risquent de devenir inhabitables et donc d'engendrer des migrations internationales de plus en plus importantes. Alors vous évoquez les catastrophes. Justement, le changement climatique, on passe presque sur un deuxième point, va avoir un impact sur les missions aussi des armées,
avec un impact. J'ai pris 2 exemples sur le site du ministère de la Défense, enfin des Armées, avec le fait qu'on a par exemple de plus en plus d'interventions dans un contexte de sécurité civile. C'est-à-dire qu'il faut venir aider des populations qui font face à des catastrophes naturelles partout dans le monde. Oui, je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit au tout début par François Gémen sur le fait qu'un ministère des Armées ou de la Défense doit intégrer le changement climatique pour se préparer, parce que très souvent, par leur capacité logistique et d'intervention rapide, les armées sont mobilisées en dernier recours. Et là, on parle de dernier recours parce que quand on fait appel aux armées dans un cas d'événements climatiques extrêmes, c'est que les moyens de la sécurité civile ont déjà été engagés et que finalement ils sont saturés et qu'il faut aller plus loin, il faut apporter des moyens supplémentaires. Et donc il faut que les derniers recours soient prêts. Ça, c'est la première chose. D'où l'importance que cette problématique du changement climatique soit intégrée par tous les aspects dont on va discuter ce soir, mais c'est très important que les moyens qui sont déployés en cas de besoin soient prêts, soient adaptés à des conditions difficiles, du grand froid, du grand chaud, de l'humidité, mais aussi à des temporalités qui vont être de plus en plus difficiles à gérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle d'événements climatiques extrêmes, donc notamment les cyclones, on a l'impression que ce sont des événements qui ont lieu de manière assez irrégulière d'une part, mais surtout espacée. Et ce qu'on essaye de montrer à travers nos travaux, c'est qu'il peut y avoir plusieurs événements climatiques extrêmes sur les différents territoires français en même temps. Il peut y avoir un cyclone dans les Caraïbes, par exemple, une sécheresse sur le territoire métropolitain et un événement climatique extrême ou un tsunami dans le Pacifique. Et il va falloir se poser la question de l'adéquation et de la préparation des moyens, à l'occurrence simultanée, de plusieurs événements en même temps. Donc les missions des armées, elles vont être modifiées parce que jusqu'à présent, c'était assez peu fréquent de mobiliser les armées sur du secours aux populations, ce qu'on appelle de l'aide humanitaire et du secours post-catastrophe. Ça se faisait, mais il est très simple d'avoir une équation qui est la suivante. On va avoir de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, ils seront de plus en plus intenses, tous les modèles climatiques l'ont démontré, donc on va devoir multiplier ce type de mission. Et la question est de savoir, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'ils sont adaptés, et est-ce qu'ils peuvent être déployés en même temps que, par exemple, certaines opérations militaires pour des raisons politiques ou de sécurité. Est-ce qu'on peut fragmenter les moyens des armées sur des missions de sécurité civile et des missions de défense nationale? Et très clairement, certaines armées ne sont pas préparées du tout à ça. Je prends l'exemple des inondations qui ont touché la Belgique à l'été 2021. Il y avait donc des torrents d'eau dans certaines villes et villages belges. Il y avait des gens qui étaient coincés dans les étages ou sur le toit de leur habitation et qu'il fallait aller chercher en urgence. On a appelé l'armée et l'armée s'est rendu compte, l'armée belge s'est rendu compte que ces bateaux n'étaient pas suffisamment puissants que pour affronter la force du courant. Et donc on a dû faire appel aux membres du club de jet ski local qui sont venus chercher les gens en jet ski. Autant dire que ça a été un choc pour pas mal de gens de la population belge de réaliser que leur armée n'était pas équipée pour aller chercher des sinistrés en cas d'inondation. Alors bien sûr, l'armée belge est beaucoup moins bien équipée, beaucoup moins efficace que l'armée française, mais quand même, de la même manière que plusieurs ponts avaient été emportés, et l'armée belge s'est rendu compte qu'elle n'avait plus la capacité en termes de génie civil d'installer des ponts flottants ou d'installer des ponts de fortune, et qu'il y avait des gens qui restaient complètement isolés et coupés du monde parce que littéralement le pont avait été emporté et que c'était des compétences qu'on n'avait plus au sein de l'armée. Autre exemple, en Australie. L'Australie, qui vous le savez, est un pays très régulièrement touché par des incendies ou par des inondations. Jusqu'à récemment, la doctrine militaire australienne prévoyait que les réservistes ne pouvaient être mobilisés que pour des opérations à l'extérieur du pays. Eh bien, l'armée australienne était tellement débordée par les catastrophes et les impacts du changement climatique à l'intérieur du pays que la loi a été changée et que la loi prévoit désormais que les réservistes de l'armée australienne peuvent aussi être mobilisés à l'intérieur du pays en cas de catastrophe naturelle.
Un autre aspect intéressant, par-delà l'intensification et quantitativement le fait aussi de pouvoir peut-être mobiliser plus de moyens de manière simultanée sur différents fronts, il y a au fait le fait de comprendre que le réchauffement climatique a aussi un impact sur la biodiversité et que donc ça peut transformer notre perception la perception qu'on peut avoir du fonctionnement de certains territoires. Alors, il y a un exemple qui est intéressant, qui est le fait d'essayer de suivre dans le Pacifique le déplacement des ressources tonnières. Et en suivant l'évolution du déplacement du plancton, on peut suivre l'évolution de la ressource tonnière. Et donc, ça nous dit quelque chose aussi de la transformation des pratiques de pêche et donc de la capacité, du coup, à suivre les enjeux de sécurité autour de la pêche. Julie Oui, Casse. alors pour ce qui est de la sécurité maritime, il y a une particularité en France, c'est que la Marine nationale est en charge d'une partie de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire notamment de venir contrôler les activités de pêche qui peuvent avoir lieu dans les eaux françaises. Et jusqu'à présent, c'était un schéma assez immuable en termes de pêche. Il y avait des zones de pêche que l'on connaissait, les pêcheurs les connaissent. D'ailleurs, c'est souvent une donnée qu'ils ne cherchent pas à faire circuler. Et donc, ces zones de pêche habituelles, elles sont en train de changer. Parce que, comme les humains, les poissons migrent vers des eaux plus froides ou plus profondes pour essayer de trouver de la fraîcheur face au réchauffement des eaux. Ils vont migrer et les pêcheurs vont les suivre. Or, et je ne vais pas faire un cours de droit de la mer, ce serait trop long, mais en termes de pêche, il peut y avoir une interdiction de pêcher dans certaines zones. Il peut y avoir certaines zones où c'est autorisé, mais pas certaines pratiques de pêche ou pas la pêche de certaines espèces. Et donc ces pêcheurs qui ne font que suivre la ressource vont se retrouver en infraction. Ils vont commettre des actes qui sont de l'ordre de la pêche illégale, non réglementée ou non déclarée, et ils vont être poursuivis. Et donc ça, c'est aussi tout un champ de recherche qu'il faut creuser, puisqu'il va falloir anticiper les migrations ou suivre les migrations de ces populations de poissons, qui sont des populations commerciales comme le thon, qui sont à l'origine d'un secteur extrêmement important et toujours en croissance. Donc la question est de savoir, est-ce que ces thons vont migrer, est-ce qu'ils vont rester dans des eaux internationales, est-ce qu'ils vont migrer vers des zones protégées, est-ce qu'ils vont migrer vers les zones françaises? Pour ce qui est du thon dans le Pacifique, on observe depuis quelques années l'arrivée de plus en plus fréquente de navires de pêche aux alentours des zones économiques exclusives. C'est-à-dire que les navires de pêche vont suivre le poisson, mais ils ont bien conscience que s'ils rentrent dans la zone économique exclusive d'un pays, ils vont peut-être outrepasser certains quotas, et donc ils restent vraiment à la frontière. Et là, on a toute une question en termes de droit de la mer. Est-ce que finalement, pêcher à une frontière constitue ou va venir avoir un impair sur les stocks qui vont être, eux, de l'autre côté de la frontière, puisque les poissons ne savent pas qu'il y a une frontière. Et puis, ça peut se décaler aussi, dans le Pacifique notamment, parce qu'il y a des activités de pêche qui sont très très fortes dans certaines zones. Les pêcheurs vont s'éloigner de cette zone-là, notamment si c'est de la pêche industrielle, les pêcheurs artisanaux vont s'éloigner, ils vont aller plus loin, et là aussi, ils vont venir chercher des ressources dans des zones sous surveillance. Un exemple concret, l'armée française doit aujourd'hui de plus en plus régulièrement arraisonner des bateaux de pêche artisanales qui s'appellent des blue boats, qui proviennent essentiellement du Vietnam ou de Thaïlande et qui pêchent le loturi dans les eaux territoriales françaises. Le concombre de mer. Le concombre de mer, c'est très moche, mais c'est une espèce protégée et dans certaines cosmogonies asiatiques, certains pensent que ça favorise l'érection chez les hommes et que donc pour toute une série d'hommes qui ont des difficultés érectiles, ce concombre de mer est vendu très très cher sur des marchés en Chine ou en Corée du Nord et donc il peut être revendu très très cher au kilo. Et ces blue boats, très clairement, sont déportés en raison du fait que certaines zones sont déjà affectées par de la surpêche et en raison du fait que les espèces qu'ils pêchaient traditionnellement se sont déportées à cause du changement climatique et que donc c'est une sorte de façon pour ces pêcheurs aussi de survivre. Mais on ennuie, ils pêchent des espèces protégées et de surcroît dans des eaux territoriales qui sont soit françaises, soit des États insulaires de la région. Et donc l'armée française est de plus en plus souvent
appelés pour arraisonner ces bateaux, ce qui pose évidemment toute une série de complications, non pas de les arraisonner eux-mêmes, mais parce qu'il faut ensuite renvoyer les pêcheurs chez eux, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il faut les faire transiter par la Nouvelle-Zélande ou par l'Australie, et qu'il faut ensuite détruire le bateau de la façon la plus spectaculaire possible, de manière à essayer de décourager les suivants. Et donc on fait exploser le bateau à grands coups d'explosifs de cinéma, de manière à ce que l'explosion soit la plus spectaculaire possible, de manière à essayer de décourager les suivants. Si on continue de balayer les impacts du réchauffement climatique sur le fonctionnement des armées, il s'agit aussi de garantir la résilience de l'appareil militaire. Et donc, il est intéressant, évidemment, de voir un certain nombre d'exemples qui nous disent quelque chose de l'évolution, je dirais, du contexte autour de cet aspect-là, de la capacité à maintenir un outil opérationnel, quand bien même, aujourd'hui, on est face à un contexte qui change énormément. Vous avez beaucoup travaillé, je crois, sur la Caraïbe insulaire. Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué aujourd'hui de continuer de travailler, entre guillemets, comme avant, dans la région ? Alors peut-être pour avoir d'abord un propos plus général, on en revient à ce dernier recours également, mais il y a plusieurs conditions d'opération qui vont être modifiées. D'une part, est-ce que les équipements et les infrastructures sont adaptés à un climat qui peut être plus chaud, plus humide, c'est d'ailleurs souvent le cas, plus chaud ou plus humide, qui peut être soumis à des événements climatiques extrêmes. Pour ce qui est des infrastructures, l'augmentation des températures est une vraie problématique. Si on commence à climatiser l'ensemble des bâtiments, on ne fait que s'engager dans un cercle d'adaptation plus ou moins volontaire qui va être relativement compliqué à gérer. Donc d'une part, est-ce que les infrastructures sont adaptées à la hausse des températures et de l'humidité ? D'autre part, est-ce que les équipements le sont aussi ? Ça peut paraître anecdotique, mais est-ce que la manière dont on habille les soldats, dont l'uniforme est conçu, est adaptée à un climat plus chaud et plus humide ? Est-ce que les armes sont capables de fonctionner dans un climat plus chaud et plus humide ? Est-ce que les véhicules le sont aussi ? Et puis, un autre point qui est souvent, finalement, l'angle mort, c'est est-ce que les hommes en sont capables aussi ? Parce que le corps humain est fait pour fonctionner à une température, ou en tout cas à une fourchette de température que l'on connaît de manière assez globale autour de la Terre, mais qui va, cette fourchette, venir à se raréfier dans certaines zones. On parlait de zones inhabitables tout à l'heure. S'il y a des zones inhabitables, c'est parce qu'il y fait trop chaud et ou trop humide. Comment est-ce qu'on peut faire lancer des opérations si personne n'y habite ? C'est que les soldats eux-mêmes ne pourront pas y opérer. Et donc il y a une vraie question sur l'adaptation aussi des opérations par le déploiement, l'entraînement des soldats, qui constitue un facteur essentiel de l'adaptation des armées en général. Mais dans votre rapport, on peut lire des choses très précises justement sur le fait qu'il y a des problèmes d'accès aux ressources, par exemple en eau, que l'augmentation de la température de l'eau de mer elle-même pose des questions pour la navigation. C'est-à-dire on est sur des choses extrêmement opérationnelles et très concrètes. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur cet exemple, l'augmentation de la température de l'eau va permettre la prolifération de certaines espèces, notamment de coquillages ou d'algues, sur la coque des bateaux, et donc freiner le bateau. Alors là aussi, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, à terme, ça veut dire qu'on est sur une dépense en termes de carburant qui augmente, une rapidité à intervenir qui peut être perturbée là aussi. Donc ce sont des paramètres de l'ordre de la technique, de l'ingénierie, qui sont importants à prendre en compte. Par rapport à ce travail qu'on a également fait sur la Caraïbe insulaire, la question de l'accessibilité à l'eau potable est cruciale, puisque dans les territoires insulaires, on va venir étudier, nous, la vulnérabilité, notamment des bases militaires, la vulnérabilité et au changement climatique directement, et également à des perturbations du système dans lequel elle se trouve, notamment les approvisionnements, que ce soit par les ports ou les aéroports. Donc vous prenez l'exemple de la Martinique, justement, où on a une des bases qui, comme ça, dépend d'une autoroute. Exactement. Si l'autoroute n'est plus accessible, il n'y a plus d'eau. Exactement. Donc la question, c'est est-ce que la base en elle-même est vulnérable, et est-ce que le système sur lequel la base se repose pour son approvisionnement est vulnérable ? Et souvent, c'est cette deuxième échelle qu'on oublie. Est-ce que si l'aéroport civil est inondé, l'ensemble des missions de la base et le fonctionnement
peuvent rester à l'identique et se faire de la même manière. La continuité d'activité peut être remise en cause par le fait que le changement climatique va venir affecter le milieu dans lequel la base se situe. Alors là, on est dans les Outre-mer. Vous avez travaillé, je crois, François Gémen, sur la question de la Côte d'Ivoire, notamment de la présence française, avec notamment la base sur place. Est-ce que, par exemple, le réchauffement climatique menace la présence française en Côte d'Ivoire? Alors, Clément, je vais pas donner de réponse précise, opérationnelle Non, à non, cette bien question, sûr. mais effectivement, il y a une vraie question pour une armée dont l'essentiel du personnel est déployé hors des frontières métropolitaines sur la question de la vulnérabilité de ces bases. Quand on regarde, par exemple, une étude qui était menée par le Pentagone aux États-Unis, qui montre que quasiment la moitié des bases américaines sont vulnérables aux effets du changement climatique, parce que la plupart des bases sont situées en bord de mer, parce que potentiellement toute une série d'activités et d'infrastructures vont être directement affectées par les impacts du changement climatique. Et c'est aussi le cas, bien entendu, de certaines bases françaises qui sont situées directement en bord de mer. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas à Djibouti, c'est le cas à d'autres endroits également. Et ce qu'il faut comprendre en termes de vulnérabilité, c'est qu'on va regarder non seulement la vulnérabilité immédiate de la base, mais on va regarder aussi la vulnérabilité de l'environnement dans lequel se trouve la base. C'est-à-dire que si vous avez une zone, mettons en Côte d'Ivoire, qui est très durement touchée par les impacts du changement climatique et que les populations en viennent à manquer d'eau, d'alimentation, qu'il y a toute une série de coupures de courant, par exemple, eh bien, l'acceptabilité sociale de la présence d'une base militaire va évidemment être réduite parce que les gens vont se dire, mais attendez, juste à côté, il y a des militaires qui ont suffisamment de ressources, qui ont suffisamment d'eau, d'alimentation, qui ont l'électricité toute la journée, et nous, à côté, nous n'avons pas droit à ça, et donc ça va poser aussi une question d'acceptabilité de la base et de la présence française parmi l'environnement. Et on sait évidemment que la question de l'acceptabilité de la présence de troupes françaises dans un environnement vulnérable aux impacts du changement climatique est une question qui va se poser de plus en plus. Regardons ce qui s'est passé avec l'opération Barkhane, où l'armée française est appelée en renfort il y a 5 ou 6 ans, et où elle se trouve quasiment, quelque part, jugée indésirable parce que le pouvoir politique a changé, parce que la population locale n'accepte plus la présence de l'armée française. Et donc cette question de l'acceptabilité d'une présence militaire française à l'étranger doit absolument s'entendre en lien avec les questions de vulnérabilité aux impacts du changement climatique. À l'inverse, dans des zones qui sont très touchées par les impacts du changement climatique, la présence d'une base militaire peut être considérée comme une ressource par les gens, précisément comme une manière de garantir leur approvisionnement ou de garantir leur sécurité par rapport à certains impacts du changement climatique. Et donc c'est quelque chose qui doit aussi s'envisager dans ce cadre-là, et c'est pour ça que globalement, on a mis en point au sein de l'Observatoire Défense Climat une méthodologie qui peut s'appliquer à l'ensemble des bases militaires françaises. Et je crois qu'un des grands mérites de cette méthodologie, c'est d'être inspiré d'éléments d'évaluation de la vulnérabilité d'installations civiles. Et souvent, quand on fait l'évaluation de la vulnérabilité d'installations militaires, on considère uniquement l'installation militaire elle-même et pas suffisamment son environnement. Or, ça va être une question absolument fondamentale. Vous preniez l'exemple de la question de la production d'électricité. Il est intéressant aussi d'évoquer la question je dirais, de la sobriété ou de la nécessité, en tout cas, de consolider l'indépendance énergétique ou la réduction de l'empreinte carbone parfois des bases, par exemple. Donc là, on a l'exemple à Niamey, je dirais, d'un cap qui a été franchi dans le fait de tester des nouveaux modèles de base qui sont plus économes, plus efficaces. Pourquoi est-ce que c'est si important de prendre à bras-le-corps cette question de peut-être de la sobriété, on peut peut-être dire le mot de la sobriété aussi, parfois d'une base quand on est dans un contexte comme ça de réchauffement climatique. Peut-être Julia Tassé. Alors je vais commencer par le point le plus dur, comme ça on l'aura dit. Mais c'est vrai que les armées sont très fortement émettrices de gaz à effet de serre, tout simplement parce que pour les opérations, on est contraint à l'utilisation de carburants qui sont émetteurs, lorsqu'ils sont utilisés, de gaz à effet de serre. Donc il y a une première question à se poser, qui est
simplement en termes de cohérence, si les armées font tout le travail dont on a parlé depuis le début de cette conférence, si elles se préparent, si elles s'adaptent, si elles anticipent, si elles participent à une meilleure connaissance, etc., est-ce qu'il n'est pas aussi cohérent qu'elles fassent en sorte de ne pas participer outre mesure au changement climatique qu'on est en train de provoquer? Ça, c'est la première grande question. Une fois qu'on a passé cette première grande question, il y a de multiples, je dirais, problèmes, ou en tout cas écueils qui se posent, qui est comment est-ce qu'on va faire pour devenir plus sobre. Alors, le premier levier d'action, celui le plus simple, c'est tout simplement de demander à des infrastructures civiles des armées ou aux bases de faire en sorte d'être plus efficaces énergétiquement, ou d'acheter des voitures électriques, par exemple. Donc, de répliquer ce qui est en train de se passer dans la société civile au sein des armées en termes finalement de changement d'utilisation de certains véhicules ou de certains bâtiments. La partie la plus compliquée, ça va effectivement être de s'attaquer aux opérations militaires elles-mêmes et aux opérations extérieures en particulier. Et donc, ce qui est montré à l'écran est intéressant dans ce cadre-là, puisqu'on va essayer de réduire l'empreinte écologique et climatique d'un camp, notamment, d'une base. Et c'est là où on en revient à l'utilité pour les armées, au-delà de cette cohérence dont je parlais au début, de travailler sur ces sujets. C'est qu'en étant plus sobre et en étant plus efficace, on se détache de certains impondérables qui nous paraissaient impondérables, notamment logistique, en termes d'approvisionnement en carburant, par exemple, ou de liaison à un système électrique ou énergétique qui soit extérieur à la base, en se rendant autonome et indépendant. Certaines bases, et notamment des bases qui peuvent se situer à l'étranger, ont un atout stratégique qu'il ne faut pas négliger. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une des clés en termes de sobriété énergétique, ou de sobriété tout court d'ailleurs, puisque le même raisonnement peut s'appliquer à l'eau. Est-ce qu'il n'est pas plus stratégique d'avoir nos propres moyens de nous approvisionner en eau, plutôt que de nous reposer sur un approvisionnement extérieur? Ça peut être stratégique, d'une part parce que ça crée une forme d'autonomie, et d'autre part parce que ça réduit certaines vulnérabilités. Et ensuite, je laisserai François continuer, notamment sur les véhicules. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur les atouts stratégiques de certains véhicules au sein des armées. Mais en réduisant les flux logistiques, on réduit des vulnérabilités, puisqu'il est très facile en temps de guerre de s'attaquer aux flux logistiques, et ça a été d'ailleurs montré au début de la guerre en Ukraine. Les flux logistiques sont relativement contraignants, ils peuvent être réguliers, et donc ils sont des cibles faciles lorsqu'on est en guerre. Et en réduisant ces flux logistiques, on réduit certaines vulnérabilités. François Gemène. On va dans 10 jours commémorer le premier anniversaire de l'offensive des troupes russes en Ukraine, et on a tous en tête encore ces images au début de l'offensive russe, des blindés russes qui étaient en panne d'essence sur les routes ukrainiennes, et que les militaires russes devaient quasiment abandonner à pied parce que leurs vieux tanks, leurs vieux blindés étaient tombés en panne d'essence. Tous les États du monde aujourd'hui conservent des réserves stratégiques de pétrole qui sont censées leur permettre, si besoin, de mener une guerre. Et on se rend bien compte à quel point la question du carburant est une question absolument cruciale dans la conduite des opérations militaires. Cruciale parce que, bien entendu, c'est largement à cause du carburant, que l'empreinte carbone des opérations militaires est si lourde, et Julia l'a rappelé au début de son intervention. On s'est beaucoup focalisé en France ces derniers temps sur l'empreinte carbone des jets privés. Je peux vous dire qu'une heure de vol en jet privé, c'est rien du tout comparé à une heure de vol d'un avion de chasse. Et donc, bien entendu, il y a une vraie question qu'on ne peut pas évacuer, la question de l'empreinte carbone de l'armée et des opérations militaires. Mais derrière cette question de l'empreinte carbone, il y a aussi une question stratégique, c'est-à-dire quel va être le carburant le plus performant. Et on se rend bien compte que le premier pays qui parviendra à se passer de réserves stratégiques de pétrole pour utiliser potentiellement un carburant alternatif aura un avantage compétitif certain sur les autres armées. Et il ne faut pas oublier que l'armée a été également la source de grandes innovations technologiques. La plus connue étant sans doute Internet, qui au départ était conçu
plutôt pour un usage militaire et qui a eu une application civile qui dépasse évidemment largement le champ de son application militaire aujourd'hui. Et donc, je crois que le fait que tous les pays conservent aujourd'hui des réserves stratégiques de pétrole est aussi un symbole qui nous rappelle à quel point nous restons largement prisonniers des énergies fossiles. Et à quel point l'ensemble de nos démocraties, de nos sociétés, de nos économies reste organisé autour des énergies fossiles. Et c'est évidemment le cas également des opérations militaires. La grande question, je crois, demain, dans un monde décarboné, c'est effectivement de savoir comment nous allons nous passer, y compris militairement, des énergies fossiles. Et on est ici sur une question à double face. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui est frappant, c'est de réaliser à quel point les spécialistes de défense et de sécurité tiennent grosso modo le même discours que celui des climatologues du GIEC, à savoir il faut au plus vite sortir des énergies fossiles. Si nous ne le faisons pas pour le climat, faisons-le au moins pour des questions géostratégiques, parce que notre dépendance aux énergies fossiles nous place dans une situation de faiblesse et de dépendance vis-à-vis de régimes qui sont soit autoritaires, soit carrément hostiles à nos intérêts. Et donc sortir des énergies fossiles, c'est un impératif autant climatique que géostratégique, et j'ai envie d'ajouter économique, et la crise énergétique nous l'a rappelé. Mais la question de la sortie des énergies fossiles aujourd'hui se pose non seulement en termes climatiques, mais aussi en termes de stratégie militaire et en termes d'indépendance et d'autonomie géostratégique. Et ça me paraît très très important, et de réaliser bien entendu que le premier pays sans doute qui parviendra à dire nous n'avons plus besoin de réserves stratégiques de pétrole sera aussi le premier pays qui pourra dire je suis sorti des énergies fossiles, c'est une page du passé que je referme et j'ouvre maintenant une nouvelle page dans la manière de gouverner effectivement cette terre nouvelle que nous avons transformée avec le changement climatique. Oui, c'est l'une des idées très intéressantes qu'on voit affleurer dans le débat public depuis un an. C'est cette idée selon laquelle la sobriété est vecteur de puissance. Julia Tass, vous vouliez justement en parler. Enfin, moi, en tout cas, j'étais assez fasciné de voir comment tout un tas de chercheurs, justement, mettent sur la table le fait que nous sommes dépendants d'une ressource qui a été historiquement facteur de puissance, est aujourd'hui considérée comme une ressource toxique. Oui, oui. Donc, ce que vous voyez à l'écran à gauche, c'est effectivement une revue qu'on a publiée à l'IRIS cet hiver. Je tiens à préciser qu'on avait choisi le thème de la sobriété il y a un peu plus d'un an. Donc, c'était avant que ça devienne un thème social presque, qu'on en parle dans tous les médias, etc. À cette époque, on considérait déjà la sobriété comme un levier de puissance important, puisque, et c'est ce qui a été évoqué, il nous permet de nous défaire de certaines dépendances, et des dépendances qui aujourd'hui pèsent de plus en plus lourd, alors d'autant plus depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais même avant ça, en termes de négociations, les pays qui sont aujourd'hui producteurs et exportateurs de pétrole ont un poids politique extrêmement important qui peut, nous on le voit au quotidien parce qu'on va notamment étudier certaines négociations internationales, et il faut avoir à l'esprit que toutes les négociations internationales se tiennent toujours dans un cadre dans lequel tout est lié. C'est-à-dire que chaque acteur va venir apporter sa pierre, mais dire si je fais ce mouvement-là vers toi et qu'on arrive à ce compromis dans le cadre de cette négociation, alors dans le cadre de cette autre négociation, on arrivera à tel compromis où j'utilise justement le levier de l'énergie. En termes de puissance, se rendre indépendant de tous les flux énergétiques qu'on connaît actuellement, c'est crucial. Ça va vraiment changer le paysage géopolitique. Et ne serait-ce que pour revenir sur mon champ d'études qui est plutôt le maritime, aujourd'hui, une part substantielle des échanges maritimes, du transport maritime, est dédiée au transport d'hydrocarbures. Que ce soit le pétrole, le méthane, l'hydrogène bientôt, ou l'ammoniac et le méthanol, tout ça, ce sont des carburants qui vont venir, qui phagocytent finalement une grosse partie du transport maritime, et de fait, qui vont nécessiter
des moyens de sécurisation de certains passages stratégiques, de points de passage obligés, etc., etc. Donc il y a une grande partie de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de paysage géopolitique qui peut s'expliquer par les énergies fossiles. Et de fait, que ce soit la sobriété énergétique comme la sobriété dans le reste des usages que l'on a, s'émanciper de certaines chaînes logistiques et de flux internationaux, le Covid l'a montré, tout est friable. La mondialisation aujourd'hui, on a des preuves criantes de la fragilité de cette mondialisation. Et donc il faut savoir s'en détacher en partie, et ça passe notamment par la sobriété. François Gemène. Non, je pense que vraiment on assiste effectivement à une sorte de tournant majeur où on a une sorte de jointure entre des préoccupations écologiques et des préoccupations militaires. Et je crois véritablement que les armées qui s'en saisiront le plus tôt et le plus fermement auront un avantage géostratégique majeur dans le XXIe siècle et dans cette terre nouvelle qui s'ouvre et qu'on a parfois désignée sous le vocable d'anthropocène et qui montre à quel point ce sont non seulement les cartes de géographie qui sont transformées, mais également nos cartes stratégiques et les atouts qu'on peut abattre. On a l'impression qu'on a besoin de se réapproprier le temps long et de sortir de l'urgence, justement. C'est-à-dire de sortir d'un prisme un peu court-termiste sur le fait de dire que quantitativement, il y a de plus en plus peut-être d'interventions d'urgence à faire, mais en fait, il faut remettre du temps long sur la compréhension des enjeux à venir. C'est le gros avantage des armées par rapport à d'autres corps de l'État, c'est que c'est un corps de l'État qui peut encore raisonner véritablement sur le temps long avec des scénarios prospectifs. Et c'est vrai en matière stratégique, c'est vrai aussi en matière opérationnelle, parce que quand vous achetez du matériel, de l'équipement, eh bien vous l'achetez aussi pour le temps long. Vous ne remplacez pas vos hélicoptères tous les 2 ans comme vous remplaceriez un téléphone. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans la société, il y a encore deux grandes entités qui résonnent vraiment sur le temps long. Ce sont les assureurs et les militaires. Voilà, ça va faire 1 heure qu'on... Et les deux sont concernés par la question des risques. Effectivement. Ça va faire 1 heure donc qu'on discute. Merci Julia Tass, merci François Gemène. Peut-être c'est le moment idéal pour ouvrir la parole et inclure dans la conversation celles ou ceux qui souhaiteraient poser des questions ou réagir. Je crois qu'un micro est disponible dans la salle. Voilà. Je vois une main qui se lève juste ici. Vous parlez... Si, on vous entend. Vous parlez d'acceptabilité sociale dans les zones d'action. Est-ce que les armées ne vont pas être obligées, lorsqu'elles seront dans ces champs, de devenir de plus en plus des sortes d'ONG pour être acceptées, un peu comme elles le font quand elles interviennent dans des catastrophes naturelles ? Je ne sais pas qui veut réagir. Moi, j'ai vécu 2 ans au Liban, le civilo-militaire, le fait que les forces armées sur le territoire cherchent à nouer des relations avec la population me paraît pas tout à fait nouveau. Mais je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Je veux bien compléter. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a déjà des coopérations nombreuses entre les forces armées et des ONG. Ce qui est délicat dans un territoire étranger, c'est qu'il faut évidemment l'autorisation du gouvernement pour intervenir. Donc il est beaucoup plus rapide pour des ONG d'intervenir pour ces raisons d'autorisation que pour les armées. Donc il y a une coopération, c'est-à-dire que les moyens des armées sont mis à disposition du personnel des ONG, comme ça a été le cas notamment au Mozambique, après le cyclone Idai. Ce sont des containers de la Croix-Rouge qui ont été transportés par un bâtiment de la Marine nationale. Et ensuite, une fois sur place, ils ont été récupérés par la Croix-Rouge. Donc finalement, le personnel qui intervient, c'est celui de l'ONG, mais les moyens militaires sont mis à disposition. En fait, ce n'était pas tout à fait ma question. Ma question, c'était de savoir si, dans le cadre d'une opération du genre Barkhane, pour être accepté, il ne faudrait pas, ou il ne faut pas déjà, ou ce n'est pas déjà fait, que l'armée qui vient pour des opérations militaires ait aussi un volet qui soit plus social, ONG. Je pense que sur la question de l'adaptation aux impacts du changement climatique, il va y avoir une attente effectivement assez forte de populations locales par rapport à ce que les armées peuvent apporter, y compris en termes de moyens, y compris en termes de logistique. Et donc, c'est quelque chose qui me semble assez vraisemblable, notamment si on discute d'implantation de long terme, plutôt que d'opérations relativement ponctuelles.
faut se souvenir que voilà, de la même manière que les sites nucléaires civils dans beaucoup de pays, je pense notamment au Japon, où j'ai beaucoup travaillé, ce qui faisait que les centrales nucléaires étaient installées à tel ou tel endroit, c'est qu'il y avait une compétition véritablement entre municipalités pour accueillir des centrales nucléaires, parce que effectivement l'opérateur nucléaire fournissait des camps de vacances aux enfants, des colonies, payait un cinéma, payait une salle culturelle, faisait venir des chanteurs de variété, et donc que la population en quelque sorte, certes, subissait le fait d'avoir une installation nucléaire sur son territoire, mais jouissait d'un certain nombre d'avantages associés à la présence de cette installation nucléaire. Et on peut tout à fait imaginer que dans un contexte effectivement de plus en plus tendu en raison du changement climatique, ce type d'avantages et de contreparties deviennent de plus en plus attendus par les populations en échange de l'acceptation d'une présence militaire, a fortiori si cette présence est permanente sur leur territoire. Et peut-être pour un simple dernier point, la question de l'eau, notamment de l'accès à l'eau, va être très importante. Donc il peut y avoir à la fois des technologies militaires qui permettent d'avoir un accès à l'eau qui soit plus efficace et donc de permettre aux populations locales d'accéder à l'eau, ou alors d'avoir des technologies qui permettent par exemple d'extraire l'eau de l'air ou des choses comme ça, et de mettre à disposition des populations un accès à l'eau ou à des infrastructures qui sont par exemple plus adaptées au changement climatique. Ça peuvent être deux premières étapes, en tout cas de coopération entre les armées et les ONG, puisque nécessairement ça va aussi être piloté par les ONG sur place. Et je pense qu'on peut ajouter que le gouvernement français, par exemple, déploie des moyens via l'Agence française de développement pour accompagner les opérations militaires et permettre de développer précisément des infrastructures civiles, accès à l'éducation, accès à l'eau, développement des pratiques agricoles. Et ça va même être dans l'intérêt, je pense, des armées, notamment si on prend l'exemple de l'opération Barkhane, on se rend bien compte qu'on ne va pas parvenir à stabiliser la région du Sahel si on ne mène pas aussi des opérations de restauration des sols, des opérations d'irrigation et globalement des opérations d'adaptation aux impacts du changement climatique, parce que c'est précisément le changement climatique qui va exacerber un certain nombre de risques sécuritaires existants dans la région, notamment par rapport au terrorisme et au djihadisme. Et donc, en fait, se transformer en quelque sorte ONG, pour reprendre votre expression, ça va aussi être, je pense, dans l'intérêt des armées, dans une logique de sécurisation des territoires où elles sont présentes. Et même dans l'accès à l'information, d'ailleurs. Le fait d'accompagner les populations dans le fait de comprendre que ce qui se joue est une transformation en profondeur des modes de vie, y compris traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je ne sais pas où est le micro. Je crois que je... Ah, pardon. Oui, pardon. Oui, je voulais savoir si on étudiait déjà des scénarios justement d'émergence de zones conflictuelles liées à des problématiques qui viendraient en fait du changement climatique, un peu comme les conflits en Syrie, en Irak pourraient s'expliquer par le problème de l'eau, etc. Donc est-ce qu'on étudie une carte du monde avec les zones chaudes qui pourraient venir être empirées par le changement climatique? Oui. Je crois me souvenir que dans le cas de la Caraïbe, vous avez fait tout un travail prospectif justement sur le fait d'identifier trois scénarios, je sais pas si qui permettent de comprendre ce qui pourrait se passer à l'horizon 2045 ou 2050. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour cette question parce que c'est exactement ce qu'on fait. Voilà, donc je vais refaire la pub du site de l'Observatoire Défense et Climat, mais depuis 2016... Défenseclimat.fr. Depuis 2016, on travaille notamment, une partie de nos études porte sur des études géographiques. Donc la Caraïbe, c'est la dernière étude qu'on en a faite, mais on a traité avant ça du Sahel. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste, mais du Sahel, de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud, du Pacifique, d'une partie de l'océan Indien, d'une partie de l'Amérique latine. Donc on a étudié zone par zone. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a superposé des données sociales, économiques, politiques, donc finalement le ferment ou la manière dont les sociétés vivent, cohabitent, etc. dans cette zone, et les impacts du changement climatique. Et ce que disait tout de suite François Gémen sur le fait que les militaires ont la capacité à avoir à long terme, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que la majorité des modèles climatiques sont suffisamment précis pour qu'on puisse on va dire, sur des zones assez larges tout de même, avoir une idée précise de ce qui peut se passer. Donc ne dire qu'on ne savait pas, c'est plus possible aujourd'hui. Il suffit de regarder les données pour
au moins identifier certains risques. On ne va pas évidemment pouvoir identifier tous les risques, mais on va pouvoir identifier certains risques. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Dans chacune de ces études, on propose des scénarios. Alors jusqu'à présent, on proposait des scénarios par pays. Et depuis cette année, on propose des scénarios par région. Mais on proposait des scénarios d'évolution, donc souvent tendanciels ou de rupture, de la situation à horizon 2050. Et dans le cas de la Caraïbe, a priori, les années à venir s'annoncent compliquées. Alors on s'est bien amusé dans le cadre de la Caraïbe parce qu'en plus, on a mis un petit facteur nucléaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je crois que là, j'ai le micro, donc... Je ne sais pas où avec les lumières, on ne voit pas où il circule. OK, on vous écoute. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de coopération nouvelle entre les armées. Et j'aurais voulu savoir, effectivement, si vous pouvez nous donner quelques exemples. Est-ce que, typiquement, on va concevoir des bâtiments autonomes parce que tout le monde a intérêt à en avoir et à baisser sa consommation de fossiles? Est-ce qu'il y a d'autres domaines? Est-ce qu'on va construire, effectivement, des réserves de bouffe pour accompagner tous les déplacés climatiques et les risques? Dans quel domaine, effectivement, ça peut parler? Alors que j'aurais plutôt tendance à penser que chaque État pourrait peut-être plutôt se recroqueviller un petit peu sur ses propres inquiétudes. Oui. En réalité, il y a pas mal de coopération sur ces sujets. Il y a par exemple un conseil militaire international sur ce sujet qui examine des possibilités de coopération. Et je veux juste donner 2 exemples de coopération auxquels nous avons davantage que participé, qu'on a directement stimulé. D'abord, une coopération dans le cadre du Pacifique Sud, notamment sur ce qui concernait des opérations humanitaires, mais également la surveillance de zones maritimes dans le cadre d'un forum qui s'appelle le SPDMM, donc South Pacific Defense Minister Meeting. Et la question du changement climatique est identifiée comme un axe prioritaire de coopération entre les armées de la région, qui sont évidemment l'armée française, australienne et néo-zélandaise, comme les 3 principales forces armées, mais comme un élément de coopération aussi avec des plus petites armées et des petits États insulaires de la région. Dans le cas de l'océan Indien, autre exemple de coopération, cette fois-ci entre la France, l'Australie et l'Inde, et c'est potentiellement sur ce sujet qu'il va être le plus facile d'amener certaines coopérations, notamment par le fait que certaines zones sont partagées en commun et que les défis climatiques dans ces zones touchent à la fois les armées des 3 puissances de la région. Oui, en termes ensuite de moyens, effectivement, quand il s'agit de surveiller des espaces maritimes, on va pouvoir appuyer des coopérations sur le besoin de surveillance d'espaces maritimes parce que certaines espèces de poissons vont pouvoir migrer. Ça peut être des coopérations technologiques également, le développement de matériel plus adapté, comme ça peut être des coopérations en termes de connaissances et de recherche. Bonjour, nouvelle question ici. Je voulais parler, vous avez abordé tout à l'heure un sujet de la corrélation entre sobriété énergétique et levier de puissance, notamment par rapport aux hydrocarbures où on était dépendant de certains États autoritaires. Je voulais aborder le cas du transport, des nouveaux modes de transport électrique notamment, où on sait qu'aujourd'hui la Chine a une forme de monopole sur les extractions de lithium. Comment est-ce que la France se prépare justement à cette nouvelle forme de dépendance face à un État aussi qu'on pourrait qualifier d'autoritaire? Merci. Alors c'est une très très vaste question, donc je pense que vous pouvez organiser une nouvelle conférence sur on va dire la décarbonation des armées. Mais pour être très rapide, de manière globale, la question va se poser, que ce soit pour les armées ou pour le reste de la population. La dépendance aux terres rares et aux métaux critiques et la dépendance envers la Chine se pose. Et donc on est là vraiment au cœur d'arbitrage politique, parce qu'il y a des terres rares dans d'autres territoires. Il y a des terres rares au Canada notamment, il y a des terres rares aussi quelquefois sur le sol européen. Et donc la question va se poser de l'équilibre entre finalement le fait que le phénomène not in my backyard, donc pas dans mon jardin ou pas dans mon arrière-cour, et la question de l'autonomie stratégique. Et cette question-là, elle est très politique, donc je vais pas pouvoir vous répondre parce que tout ça, ce sont des thèmes sociaux et sociétaux davantage que militaires. Et la question que les militaires vont devoir se poser, c'est effectivement, est-ce que dans l'état actuel des choses, on choisit une dépendance plutôt qu'une autre ? Et
c'est une réflexion en cours, donc c'est pour ça que je vous invite à faire ou à inviter des gens du ministère des Armées qui travaillent sur ces sujets, parce qu'il y a véritablement cette réflexion en cours au sein du ministère des Armées. Mais il faut réaliser que les investissements chinois dans les énergies renouvelables dépassent désormais et d'assez loin les investissements européens qui eux-mêmes dépassent les investissements américains. Et donc très clairement, il y a à mon avis un enjeu stratégique fondamental sur la question des renouvelables qui nous échappe, qui dépasse un peu la question militaire, qui est une question géostratégique et d'équilibre global au niveau mondial. Mais je pense qu'on a encore très largement en France l'image d'une Chine engluée dans le charbon, et on ne réalise pas à quel point, à quelle vitesse les investissements chinois dans l'éolien, dans le solaire se passent. Sachant qu'en termes d'acceptabilité, les fortes pollutions générées par l'extraction de métaux rares, notamment en Chine, ne posent pas tellement question. Quand tu disais une backyard, l'idée selon laquelle en fait on pourrait aller en chercher ailleurs, mais il y a un coût, y compris social, bien sûr, à pour le moment, l'extraction de ces ressources. Ça arrange bien tout le monde que ces effets environnementaux se passent en Chine et que la Chine continue à les vendre à un prix relativement accepté du marché. Mais ça veut dire aussi potentiellement que si nous ne développons pas en France l'extraction de lithium, par exemple, ça veut dire qu'on est dépendant d'autres, bien sûr. Oui, vous avez rappelé tout à l'heure l'empreinte carbone des opérations militaires. À votre connaissance, comment se positionnent les fournisseurs de l'armée française par rapport aux enjeux de décarbonation vous avez parlé des armes, matériel roulant éventuellement. Et est-ce que le ministère des Armées, on va dire, est plutôt en push sur ces sujets-là ou plutôt dans l'attente de propositions des industriels ? Alors, je pense qu'on va être tous les deux assez prudents parce qu'on ne va pas parler au nom du ministère des Armées. Et on va effectivement avoir un biais très fort puisqu'on n'est pas au courant de beaucoup de ces éléments-là, étant donné qu'on ne fait pas partie du ministère. Ce qu'on observe cependant, c'est qu'il y a effectivement une réflexion en cours au sein du ministère, notamment par l'adoption d'une stratégie défense et climat qui a été adoptée en avril 2022 et qui se décline aujourd'hui au sein des différents départements et notamment au sein des départements en charge des commandes. Et donc la question va être ensuite de savoir comment adapter cette stratégie défense et climat sur la commande. Mais à partir du moment où la commande est modifiée, toute l'industrie va modifier son offre. On a en tout cas aujourd'hui, nous, des contacts avec cette industrie-là, qui est preneuse de lignes directrices. Et eux-mêmes sont en contact avec des industries civiles, notamment, ou travaillent sur des véhicules ou sur du matériel à usage dual, et donc savent faire. La question, c'est jusqu'où on sait faire, avec quelle efficacité, etc. Mais c'est une question en cours, effectivement. Et je rajoute aussi le fait que l'OTAN se pose cette question, puisqu'il y a l'Union européenne et l'OTAN ont publié des documents stratégiques sur l'intégration des impacts du changement climatique à leur vision sur les prochaines décennies. Et donc, si l'OTAN commence à se poser la question du standard va changer, etc. Bonjour. Nicolas Saint-Brice, AXA Climate. Vous avez mentionné le risque politique, le risque géopolitique, le risque opérationnel. Alors, je ne sais pas sur quel scénario du GIEC vous avez fait vos analyses, mais il y a évidemment, et vous le mentionnez avec le risque de fond du permafrost, des risques d'emballement. C'est ici une de ces limites planétaires qu'on connaît sur la forêt amazonienne ou la capacité de l'océan à garder le CO2 lâche. On part dans des scénarios qu'on ne contrôlerait pas. Et je voulais savoir si ce qui représente à mes yeux un risque existentiel était pris en compte aujourd'hui dans les doctrines de défense, et comment est-ce que vous alliez au-delà de ces scénarios médians quasiment aujourd'hui pour intégrer ces scénarios extrêmes. Je suis content d'avoir parlé des assureurs, je ne savais pas que vous étiez dans la salle. Oui, ces risques sont pris en compte. Donc, ce qu'on appelle les seuils de rupture ou les tipping points, où effectivement il y a un phénomène d'emballement du changement climatique une fois qu'on a dépassé un certain point, qui amène à la fois des transformations brutales et irréversibles des conditions de vie sur Terre, mais qui font aussi que le changement climatique devient quelque part un peu hors d'atteinte et s'entretient
par lui-même, oui, ce sont des questions qui sont prises en compte, notamment dans les scénarios qu'on réalise pour le compte du ministère, où on demande chaque fois un scénario, disons, un peu d'évolution médiane, et aussi un scénario de rupture qui potentiellement envisage ces ruptures catastrophiques des équilibres climatiques. Mais merci pour votre question, parce qu'on essaie de convaincre le ministère en ce moment de faire une étude globale sur l'ensemble des seuils de rupture. Voilà. Donc c'est une question. Et par ailleurs, tout le travail repose sur des modèles, et un modèle reste un modèle, c'est-à-dire quelle est la bonne fourchette. Oui. Oui, bonjour. Je suis l'ingénieur général Margotin, donc je suis chef de la division énergie opérationnelle de l'état-major des armées. Donc ce que vous avez présenté m'intéresse particulièrement et je voulais vous remercier pour la qualité de cette présentation. Vous avez brossé quand même beaucoup d'aspects de la question. Donc effectivement, pour confirmer ce que vous disiez, hein, donc l'état-major des armées a rédigé une stratégie donc climat et défense. Donc très récemment, puisque ça date d'avril 2022, et donc, qui est axé sur quatre axes prioritaires. Donc le premier, c'est bien entendu la connaissance et anticipation, et c'est les travaux que vous conduisez en particulier, hein, avec la collaboration avec des établissements de recherche, mais également des réflexions en interne au sein du ministère sur ces questions d'impact du changement climatique, tant d'un point de vue des enjeux opérationnels que sur le volet capacitaire ou infra. Le deuxième axe, c'est l'adaptation. C'est ce que vous expliquez. Maintenant, il faut que les forces soient capables donc d'être engagées tant sur des théâtres grand froid ou grand chaud. Alors je dirais grand chaud, on est habitué puisqu'on est quand même dans la bande sahélo-saharienne depuis un moment. Mais sur l'aspect grand froid, ça fait partie des objectifs au travers notamment de participation des exercices donc au nord de l'Europe. Mais c'est également, comme vous l'avez indiqué, être capable de former, d'entraîner nos personnels donc dans ces conditions, ainsi que l'adaptation capacitaire de nos véhicules et équipements à fonctionner partout dans ces conditions. C'est un aspect atténuation, donc vous évoquiez effectivement la sobriété énergétique. Alors c'est un domaine que je connais particulièrement au sein de ma division. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, le carburant restera l'énergie principale des forces, au moins pour les 20 prochaines années. On vient d'ailleurs de sortir un document d'orientation énergétique d'ici 2040 qui confirme que les armées continueront d'utiliser du carburant jusqu'à cette date, pour la simple et bonne raison que la vocation des armées est bien entendu d'intervenir partout dans le monde. Et aujourd'hui, la seule énergie qui est disponible partout, c'est bien le carburant. Alors néanmoins, carburant ne veut pas dire forcément carburant d'origine fossile, hein. Il y a maintenant l'émergence des biocarburants, et notamment dans le domaine de l'aviation. Et là encore, le ministère est plutôt exemplaire, puisque l'année dernière, le service de l'énergie opérationnelle, donc, qui est chargé de l'approvisionnement des forces, a acheté 1% de biocarburants aéronautiques. Et nous sommes les seuls en France à avoir réalisé cette prouesse. Et nous allons poursuivre, bien entendu, puisqu'il y a également des objectifs fixés par le ministère de la Transition énergétique à tous les opérateurs, compagnies aériennes y compris. Voilà. Et également, un des points qui nous permettent de décarboner, c'est ce que vous montriez, c'est sur le stationnement. Donc déjà en métropole, bien entendu, le ministère conduit des actions d'amélioration de la performance énergétique de ces infrastructures. Et en opération également, nous réalisons des expérimentations, par exemple pour la mise en œuvre d'énergie renouvelable sur les théâtres d'opération, qui nous permettent de gagner en autonomie et également de baisser l'empreinte carburant, puisque c'est aussi un enjeu opérationnel. Si on utilise moins de carburant, ça fait moins de convois logistiques qui sont particulièrement vulnérables. Et enfin, un dernier point sur la coopération, je tenais à signaler
que l'OTAN va créer un centre d'excellence au Canada dès cette année, qui sera donc consacré aux enjeux climatiques. Donc il existe déjà un centre d'excellence sur l'énergie, la sécurité énergétique à Vilnius, et il y aura un centre d'excellence sur les enjeux climatiques à Montréal, et bien entendu la France participera à cette aventure. Voilà, donc je voulais rajouter ces quelques précisions. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir, ou Julia ou François. Non, simplement pour dire qu'effectivement, c'est un enjeu pour l'OTAN aussi. On parlait des questions de coopération. C'est aussi vraiment un des domaines dans lesquels l'OTAN s'investit. Non, merci beaucoup d'avoir réagi, parce que justement, je disais que c'était l'occasion d'avoir une explication un peu plus précise de la part du ministère. Donc, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, voilà, je vois. Oui, bonjour. Maria Strigoliti, je suis une ancienne auditrice jeune de 39e session. Merci pour vos interventions, y compris pour l'ingénieur général, très intéressant. J'ai pris quelques notes par rapport à tout ce que vous avez dit, donc je vais lire. Mais il y a une question. Au niveau des missions des armées, et par rapport au sujet qui vous intéresse, on voit beaucoup une question de gestion, d'anticiper, mais plutôt anticiper les conséquences plutôt que d'anticiper les causes, tant et si bien que ce soit faisable ou du moins envisageable. Donc la question aussi, il y a la question du financement de l'armée, parce que ces adaptations militaires, elles ont forcément un coût. Elles en ont déjà un actuellement, sans parler de problèmes climatiques avec la situation en Ukraine, puisqu'on parle de financement, de ressources à déployer, de choses à faire fabriquer par l'industrie. Donc il y a quand même un volet économique qui n'est pas anodin et qui semble un petit peu, du moins là, ça n'a pas été détaillé plus que ça, cet aspect économique de la défense. Et ce lien assez important. Alors, est-ce que c'est oublié? Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que l'activité économique est abordée sous l'aspect des changements qu'elles vont subir, qu'elles subissent déjà au niveau de la pêche, l'agriculture, etc. Le changement climatique est là. Bon, il est nécessaire pour nous réveiller. Ça, c'est certain que vous faites un travail important, essentiel. Tout le monde n'est pas encore très réveillé. Et il faut continuer. Et les perspectives militaires sont importantes pour se préparer et se projeter au mieux. Ma question, on y arrive. Est-ce qu'il y a des études dans votre champ d'analyse qui questionnent la possibilité de concentrer des potentiels d'innovation, mais économiques et industriels, qui apporteraient des nouveaux fonctionnements économiques, par exemple circulaires, sobres, on en a parlé un petit peu, mais rentables surtout? Parce que l'implication des grands acteurs économiques, elle est étroitement liée aux bénéfices qu'ils en tirent, assez impliqués là-dedans, je pense. Pas trop se voiler la face là-dessus. Et vous avez un observatoire que vous pouvez diriger qui fait des choses apparemment très poussées, intéressantes, transversales, géopolitiques, géostratégiques. Est-ce que vous souhaitez aussi porter un petit peu des initiatives de réflexion sur la concentration de la recherche en termes de solutions économiques pour anticiper ces problèmes, ou du moins stabiliser l'avancée dans le rouge et dans le violet, et pour apporter quelque chose d'un peu plus, non pas alarmiste, mais inspirant. Donner envie, non pas d'apporter des signaux, ça va mal, il faut s'adapter, il va falloir trouver des solutions pour faire avec, et pourquoi pas, ce que vous avez envie, ou peut-être que c'est déjà le cas, de concentrer plus que des incubateurs de scientifiques, des petites start-up qui sont rachetées ensuite par des entreprises étrangères, mais de porter quelque chose d'un peu plus inspirant et de peut-être plus motivant à ne pas subir, mais changer les choses. Je vous remercie. Merci. De toute façon, la transition climatique, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, ça coûte très cher. On voit bien en ce moment qu'il y a beaucoup de discussions à un niveau politique très important sur le fait de faire des Green New Deal, d'investir sur la transition. Pour répondre plus précisément à votre question, je ne sais pas qui veut réagir en premier. Je peux réagir donc à vos 2 points. Vous en avez évoqué beaucoup, mais je vais essayer de réagir sur 2 points. Le premier, sur le coût de l'adaptation. Effectivement, l'adaptation a un coût. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grande partie de ce que l'on observe au ministère des Armées en termes de sobriété, en fait, c'est parce que la raison principale, c'est la baisse des coûts. Quand on parle par exemple d'un navire qui soit plus efficace, c'est parce que le fait de moins consommer est avant tout un atout économique, et pas forcément, ou en tout cas souvent la motivation principale, c'est que ça peut faire baisser certains coûts. Donc finalement, cette transition
par l'adaptation et par la sobriété, elle a à la fois un coût, mais elle a aussi un bénéfice en termes économiques et en termes écologiques. Ça, c'était pour répondre à votre première question. Pour répondre à la deuxième question sur l'écosystème en fait, d'innovation qui permettent de répondre à ces enjeux, je pense que ça va être davantage lié à des agences comme l'agence d'innovation de la défense, qui va venir justement agréger des startups qui travaillent sur beaucoup d'autres domaines, mais aussi le domaine de la transition. Donc en France, ça va être cette agence-là. Aux États-Unis, l'armée a par exemple lancé un concours de technologie, donc pas sur le mode de la DARPA, mais un autre concours visant à décarboner tel véhicule. Et en fait, ils lancent des grands concours et à la clé, il y a des financements pour des universités ou pour des startups pour développer leur modèle et ensuite le déployer. Donc ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait. C'est malheureusement pas dans notre observatoire, mais effectivement, il y a tout un autre champ de la recherche qui travaille sur des aspects un peu moins négatifs et avec un peu plus de solutions. Aujourd'hui, c'est un champ de recherche, effectivement. Et puis, peut-être pour rebondir sur votre point sur la circularité, on parlait tout à l'heure de logistique. Un moyen de contourner la logistique, c'est de faire de la fabrication 3D, de la fabrication additive, qui est quelque chose qui est développé par les armées également. Donc le fait d'avoir aussi des moyens en termes d'ingénierie, de penser à ces choses-là, ça peut faire des armées, comme le disait François tout à l'heure, des moteurs d'innovation, et la fabrication additive en fait partie. Juste un tout petit point pour rappeler qu'effectivement, le mandat qui nous est confié, c'est de conseiller l'armée française quant aux impacts du changement climatique sur les questions de défense et de sécurité. Et donc les recherches dont vous parlez sur d'autres modèles économiques, etc., sont des recherches importantes, mais qui ne sont pas menées directement par nous et qui sont menées ailleurs. Cela étant, je pense qu'il faut sortir aussi un peu de cette idée que les questions d'adaptation ou de comment gérer les impacts seraient toujours des questions très négatives et très plombantes. Je trouve personnellement que contribuer à la paix et à la stabilité mondiale, c'est quand même un projet très inspirant et très stimulant. Merci, je pense qu'il y a envie de discuter, d'aller encore plus loin dans les échanges. En tout cas, merci à tous. Merci François Gémen, merci Julia Tass. Merci à tous. Je rappelle simplement l'adresse de l'Observatoire défense climat.fr qui pourra vous éclairer tel un phare dans le brouillard de ces questions. Il y aura aussi le replay sur la chaîne YouTube de l'IHEDN, toutes les infos sur le site de l'IHEDN. Voilà, merci à tous, bonne soirée et merci évidemment aux équipes de l'IHEDN qui nous ont accueillis. Merci beaucoup.